Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines familles accumulent des richesses pendant des générations, tandis que d'autres les perdent en quelques années? Ce n'est pas seulement une question de travail acharné ou de chance. C'est un manuel de stratégie silencieux, perfectionné au fil des siècles et rarement discuté. Warren Buffett l'a remarqué très tôt. Beaucoup des créateurs de richesses les plus avisés qu'il a rencontrés venaient de familles juives, et tous suivaient les mêmes habitudes stratégiques à long terme. Dans cette vidéo, vous découvrirez 7 puissants secrets qu'ils utilisent pour créer et protéger la richesse générationnelle. Le dernier, c'est la clé pour transformer l'argent en bouclier et en héritage durable. Commençons. La richesse commence dans l'état d'esprit, pas dans le compte bancaire. Si vous perdiez demain tout l'argent que vous avez, pourriez-vous le reconstituer? Pour de nombreuses familles, de nos familles juives, la réponse est oui, non pas à cause de l'argent sur le compte, mais à cause de ce qu'il y a dans l'état d'esprit. Dans cette culture, la richesse n'est pas une accumulation tape à l'œil. C'est un long jeu basé sur des valeurs, la compréhension et une éducation sans relâche. La culture financière est introduite tôt, non pas comme une conversation secondaire, mais comme une compétence fondamentale, au même titre que la lecture ou les mathématiques. Les enfants ne sont pas protégés des discussions sur l'argent. Ils y sont invités. Les parents leur expliquent l'épargne, la gratification différée, la différence entre l'actif et le passif, pourquoi la générosité est importante et comment l'argent doit servir et non régner. Warren Buffett n'a pas grandi dans l'opulence, mais il a grandi dans un foyer où les principes économiques étaient discutés comme les plans de repas. Cet état d'esprit, cette exposition précoce à la réflexion à long terme, ont façonné l'investisseur qui allait plus tard bâtir une fortune se chiffrant en milliards. Il a dit un jour, « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même ». Ce principe est profondément ancré dans la tradition financière juive. Il existe également une importance culturelle du contrôle, pas dans le sens obsessionnel, mais dans le sens intentionnel. Sachez où va votre argent, sachez ce qu'il fait, sachez pourquoi vous le dépensez ou l'épargnez. Les familles juives n'attendent pas une crise pour acquérir des connaissances financières. Elles se préparent de manière cohérente, discrète et délibérée. C'est le véritable avantage de la richesse, l'état d'esprit avant l'argent. Lorsque vous considérez l'éducation financière comme une responsabilité non négociable et non comme quelque chose que vous finissez par faire, vous cessez de courir après l'argent et commencez à le gagner. Vous cessez de réagir et commencez à planifier. Et avec le temps, cette planification devient une richesse générationnelle. Aucune stratégie financière ne fonctionne sans la bonne réflexion derrière elle. Avant les investissements, avant les fonds fiduciaires, avant le revenu passif, il y a une mentalité. Celle qui dit « il ne s'agit pas seulement de moi ». Il s'agit de construire quelque chose qui dure. Le système des 5 pots. Chaque dollar a un rôle à jouer. La richesse ne se développe pas dans le chaos. Elle se développe dans la structure. Dans de nombreux foyers juifs, l'argent n'est pas simplement dépensé, il est trié, avec un objectif. Le système des 5 jars est une méthode ancienne mais puissante qui transforme chaque dollar en un travailleur discipliné. Aucun chèque de paie n'entre dans la maison sans être divisé. Une partie va aux dons, une partie à l'épargne, une partie à l'investissement, une partie à la vie et une partie à l'apprentissage. Cela semble simple et c'est exactement pour cela que cela fonctionne. La plupart des gens gagnent et dépensent. C'est tout. Le chèque arrive, les factures partent, et ce qui reste est englouti par l'augmentation du train de vie. Mais dans ce système, le revenu est traité comme une équipe. Chaque dollar joue un rôle. Donner soutien à la communauté donne un but et renforce l'abondance. Épargner protège contre l'inattendu. Investir permet de se constituer un revenu futur. Vivre couvre le présent. Et apprendre, c'est le pot le plus négligé, permet de s'assurer que l'esprit se développe aussi vite que l'argent. Warren Buffett a dit un jour « N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. » Le système des 5 jars suit cette règle. Il inverse l'ordre moderne des dépenses. Au lieu d'économiser ce qui reste, il commence par l'épargne et les investissements. Il fait de la générosité une habitude et non un luxe. Et il considère l'éducation, financière, spirituelle ou professionnelle, comme un élément essentiel et non comme une réflexion après coup. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit d'être prêt. Quand un membre de la famille veut créer une entreprise ou reprendre des études, l'argent est là. Quand le marché baisse, la tirelire d'investissement continue de fonctionner. Quand la vie vous surprend, la tirelire d'épargne amortit le choc. C'est ainsi que se construit la richesse générationnelle. Non pas grâce à un billet de loterie, mais grâce à une petite discipline constante répétée pendant des décennies. Il ne faut pas une fortune pour commencer. Il suffit d'être prêt à donner un but à son argent avant que le monde ne le fasse à votre place. Posséder l'échelle, ne pas se contenter de la gravir. La plupart des gens passent leur vie à gravir l'échelle de quelqu'un d'autre, à la recherche de promotion, d'augmentation de salaire et de titres de poste.
Mais les penseurs juifs de la richesse voient les choses différemment. Le but n'est pas de grimper plus haut, c'est de posséder l'échelle. Dès le plus jeune âge, la propriété est ancrée comme objectif. Qu'il s'agisse d'une petite boutique transmise de génération en génération, d'un immeuble d'appartement dans un quartier calme ou d'une participation dans une entreprise en pleine croissance, la leçon est claire. Le revenu est une bonne chose, mais le contrôle est encore mieux. Lorsque vous possédez l'actif, vous contrôlez les flux de trésorerie, le calendrier, les avantages, vous décidez. C'est la différence entre travailler pour de l'argent et faire travailler l'argent pour vous. Warren Buffett ne s'est jamais enrichi grâce à un salaire. Il a construit sa fortune en détenant des parts de grandes entreprises. C'est la règle du jeu. Il ne s'agit pas d'être l'employé le mieux payé. Il s'agit de détenir des actions, d'avoir une place à la table des négociations et de façonner l'orientation de l'entreprise. Les familles juives enseignent souvent cela par l'action. Les parents impliquent leurs enfants dans l'entreprise familiale. Les adolescents apprennent ce que sont les marges, les stocks et la négociation. Il n'est pas rare que plusieurs générations co-investissent dans un seul bien immobilier générateur de revenus. La richesse n'est pas seulement construite, elle est intériorisée. Elle devient une partie de l'ADN de la famille. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. La propriété renforce la résilience. Les employés sont licenciés. Les propriétaires prennent des décisions. Lorsque les économies changent, ceux qui détiennent les titres de propriété et les capitaux propres ont des options, pas de panique. Cela ne signifie pas que vous devez quitter votre emploi dès demain. Cela signifie que vous devez construire des voies parallèles. Posséder une entreprise secondaire, acheter votre première propriété locative, investir dans des entreprises auxquelles vous croyez. Ce n'est pas une question de revenus, mais de propriété. Car si vous ne construisez pas votre patrimoine, vous louez votre temps pour toujours. Et le temps, contrairement à l'argent, ne revient pas. La dette est un dernier recours, pas un mode de vie. Dans la culture financière juive, la dette est considérée avec prudence, voire avec suspicion. Elle n'est pas normalisée, idéalisée ou traitée comme une porte d'entrée vers un meilleur style de vie. C'est un risque, une entrave, un compromis. Si la dette ne génère pas de revenus ou de plus-value, elle n'en vaut pas le coup, aussi brillante que puisse paraître la récompense au départ. L'état d'esprit qui doit guider est simple. La liberté commence là où les paiements mensuels s'arrêtent. Et cet état d'esprit s'apprend dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent qu'emprunter de l'argent est quelque chose que l'on ne fait que lorsque c'est absolument nécessaire et avec un plan pour s'en sortir, pas pour y rester. Les cartes de crédit ne sont pas des jouets. Les prêts étudiants ne sont pas des options par défaut. Les hypothèques sont soigneusement calculées et non acceptées à la légère. La dette, si on s'y engage, est stratégique et de courte durée. Warren Buffett a fait écho à la même mise en garde. Si vous êtes intelligent, vous n'empruntez pas à 18% sur votre carte de crédit. Ce n'est pas là créer de la richesse. C'est l'éroder, le genre qui ronge tranquillement votre avenir tout en donnant l'illusion du confort aujourd'hui. Les familles juives comprennent que l'intérêt composé fonctionne dans les deux sens. Il fait soit croître votre épargne, soit multiplier vos obligations. L'une des voies mène à la liberté. L'autre à une asphyxie financière silencieuse, même si le style de vie semble impressionnant à première vue. Au lieu de financer des dettes, les ménages juifs donnent la priorité à l'épargne pour ce dont ils ont besoin et à l'investissement dans ce qui se développe. Ils préfèrent conduire une vieille voiture sans payer d'échéance plutôt qu'une nouvelle avec 5 ans de servitude financière. Ils retardent la gratification non pas par manque, mais parce qu'ils accordent plus d'importance à l'indépendance qu'aux apparences. Le résultat ? Marge, flexibilité, résilience. Lorsque les ralentissements frappent ou que les opportunités se présentent, ils sont prêts et non pas en difficulté. Parce que lorsque vous n'êtes pas enseveli sous les dettes, vous pouvez agir plus rapidement, penser plus clairement et mieux dormir. La dette n'est pas un mal. Mais mal utilisée, elle est mortelle pour la richesse. Les familles juives n'ignorent pas cette réalité. Elles la maîtrisent. La protection par la confidentialité. Il existe un vieux dicton dans les milieux juifs, dès que tout le monde sait que vous l'avez, c'est le moment où vous commencez à le perdre. La richesse, lorsqu'elle est divulguée, devient une cible, non seulement pour les voleurs ou les escrocs, mais aussi pour des dangers subtils tels que la jalousie, les attentes et la pression. C'est pourquoi les familles juives accordent une grande importance à la discrétion financière. Parce que l'argent tranquille ne se déplace pas seulement plus intelligemment, il survit plus longtemps. L'objectif n'est pas le secret pour le plaisir du secret. Il s'agit d'une protection stratégique. Moins il y a de personnes qui savent ce que vous avez, moins il y a d'angles d'attaque. Et il ne s'agit pas seulement de criminalité, mais aussi de complexité. Des demandes de prêts soudaines, des poursuites judiciaires que vous n'avez pas vues venir, de fausses amitiés qui se transforment en relations transactionnelles. Lorsque votre richesse est publique, votre tranquillité est en jeu. Les ménages juifs apprennent très tôt que l'argent est une affaire privée, quelque chose que l'on gère en toute confiance, mais sans bruit.
Ils ne confondent pas la richesse avec le statut, ni la santé financière avec la performance sociale. Vous verrez un millionnaire juif conduire tranquillement une Toyota vieille de 10 ans et vivre dans une maison modeste, non pas parce qu'il ne peut pas s'offrir mieux, mais parce qu'il n'a rien à prouver. Warren Buffett vit selon le même code. Pas de manoir sécurisé, pas de convoi de voitures exotiques, juste une propriété calme et concentrée en coulisses. Sa richesse est cachée dans des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie et des rendements composés, et non dans ce qu'il porte à son poignet. Et c'est la leçon à en tirer. La personne la plus bruyante dans la pièce est rarement la plus riche. La plus riche est occupée à protéger, réinvestir et planifier pour les générations à venir, et non à se pavaner devant ses adeptes. L'intimité est synonyme de pouvoir. Elle crée un espace de réflexion. Elle réduit les menaces. Elle permet de garder le contrôle. Et surtout, elle préserve la pureté de vos motivations, car lorsque la richesse n'est pas votre identité, elle devient un outil et non un piège. L'argent discret ne cherche pas à attirer l'attention. Il construit un héritage dans le silence. Donner d'abord, mais de manière stratégique. Dans la tradition juive, donner n'est pas seulement une question de carité, c'est une question d'identité. La tzedaka ne consiste pas à jeter des pièces dans une urne par culpabilité. Elle est structurée. Elle est intentionnelle, elle est ancrée dans des siècles de croyances selon laquelle la richesse sans but est dangereuse. Mais la richesse avec un but peut changer des vies, discrètement et de façon permanente. C'est pourquoi les familles juives n'attendent pas d'être riches pour commencer à donner. Elles donnent par discipline, pas par luxe. Mais ce qui fait la différence, c'est que le don est stratégique. Il n'est pas bruyant, il n'est pas performatif. Ce n'est pas une opportunité de marque. Il s'agit d'avoir un impact, pas d'attirer l'attention. Beaucoup des philanthropes juifs les plus riches donnent de manière anonyme ou par des voies discrètes. Parce que la récompense n'est pas les applaudissements, c'est l'alignement. L'acte de donner renforce la responsabilité, l'humilité et le lien avec la communauté au sens large. Warren Buffett l'a compris au plus profond de lui-même. Il a consacré la quasi-totalité de sa fortune à la philanthropie, non pas parce que c'est à la mode, mais parce que la richesse sans contribution est vide de sens. Et pourtant, ses dons sont discrets, structurés et intergénérationnels, ce qui permet de donner du pouvoir aux autres sans porter atteinte à leur dignité. Ce type de générosité construit quelque chose de plus profond que la richesse. Il construit la confiance. Donner ouvre des portes que l'argent seul ne peut ouvrir. Il crée des réseaux, des relations et des réputations qui survivent aux tendances et au cycle du marché. Un acte de soutien bien placé peut se transformer en partenariat, en loyauté ou en opportunité des années plus tard. Et il y a une vérité contre-intuitive ici. Lorsque vous donnez en premier, vous vous retrouvez souvent avec plus. Non pas parce que l'univers vous le doit, mais parce que l'état d'esprit du don modifie votre relation avec l'argent. Il vous rappelle que l'abondance n'est pas seulement un chiffre sur un compte bancaire. C'est une façon de penser, une façon d'agir, une façon de vivre au-dessus de la peur, de la rareté et de la petite pensée. La tzedaka ne consiste pas à épuiser ses ressources. Il s'agit de les activer. Il ne s'agit pas de donner pour se sentir moins coupable, mais de donner pour devenir plus ancré. La richesse tranquille ne donne pas pour se montrer, mais pour construire ce qui dure vraiment, la crédibilité, la communauté et l'héritage. La planification de l'héritage commence maintenant, pas plus tard. Dans la plupart des familles, l'héritage est quelque chose dont on parle à voix basse à la fin de la vie, après avoir gagné de l'argent, après avoir rédigé le testament, quand le temps semble compter. Mais dans les familles juives, l'héritage n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on construit dès le début. Parce que la richesse sans structure ne survit pas, et l'héritage sans préparation est un fardeau, pas une bénédiction. La richesse juive ne se mesure pas seulement en dollars, elle se mesure en discipline, en valeur et en continuité. C'est pourquoi l'héritage n'est pas seulement un transfert financier, c'est un transfert culturel. Les parents enseignent à leurs enfants comment gagner de l'argent, comment le gérer, comment le donner. Les conversations sur l'épargne, l'investissement et la responsabilité ne sont pas reportées à l'âge adulte, elles commencent dès l'enfance. Le résultat ? Des héritiers qui n'héritent pas seulement de la richesse, ils héritent de la sagesse. Warren Buffett a déclaré qu'il voulait laisser à ses enfants assez pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais pas trop pour qu'ils ne fassent rien. C'est une façon de penser qui laisse un héritage. Il ne s'agit pas seulement de laisser de l'argent, mais de préparer la prochaine génération à le gérer avec lucidité et caractère. Les familles juives ont souvent recours à des outils tels que les fiducies, les fondations familiales et les plans de succession d'entreprises, non pas pour faire joli, mais parce que c'est responsable. L'objectif n'est pas seulement de protéger l'argent des impôts ou de la mauvaise gestion, même si c'est important. Le véritable objectif est de préserver la mission qui sous-tend l'argent. S'assurer que les générations futures comprennent à quoi il sert, pourquoi il est important et comment l'utiliser pour construire, et non pour brûler. Et la planification successorale n'est pas réservée aux ultra-riches.
Même les patrimoines modestes bénéficient d'au moins d'une structure. Une entreprise familiale transmise avec clarté peut devenir un actif multigénérationnel. Un petit fonds investi judicieusement peut éduquer les petits-enfants. Un ensemble de valeurs documentées, transmises intentionnellement, peut faire plus pour préserver l'unité que n'importe quel héritage. L'héritage n'est pas un moment, c'est un état d'esprit. Et lorsque vous le planifiez tôt, le vivez au quotidien et l'enseignez ouvertement, votre patrimoine ne fait pas que durer. Il se multiplie à travers les générations. Maintenant, vous connaissez la vérité. La richesse n'est pas dans l'éclat, elle n'est pas dans le compte bancaire, elle n'est pas dans ce que vous publiez en ligne. Elle est dans les valeurs, les habitudes, la structure. Les familles juives ont construit leur richesse générationnelle, non pas par chance, mais par une intention silencieuse, par une éducation financière transmise comme un héritage, par une discipline que la plupart des gens négligent, par des systèmes qui commencent dès l'enfance et se répercutent pendant des décennies. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de résultats. Car tandis que le monde court après les gains rapides, les tendances virales et les modes de vie empruntés, ces familles construisent tranquillement des empires, avec discrétion, détermination et patience. Et maintenant, vous avez le plan. La seule question qui reste est donc la suivante. Lequel de ces 7 secrets appliquerez-vous en premier? Commencerez-vous par un système de 5 bocaux? Réduirez-vous vos dettes? Développerez-vous votre patrimoine? Ou commencerez-vous là où toute vraie richesse commence, en éduquant la prochaine génération? Quel que soit votre choix, faites-le avec détermination. Car la richesse n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit. Tranquillement, brique par brique. Et votre héritage commence aujourd'hui.